C'est un grand honneur de recevoir M. Pierre Parisot-Legos. Ça faisait longtemps que je rêvais de le rencontrer. Ça fait un peu partie des personnes que vous lisez comme ça, dont on voit le nom sur plein d'articles et finalement on se demande si c'est des vraies personnes au bout d'un moment. Mais oui, il existe pour de vrai. Et nous avons la chance de le recevoir aujourd'hui. Donc Pierre Parisot-Legos est professeur d'université du Québec en Outaouais. Il travaille sur des thématiques de psychiatrie légale, d'éthique clinique, d'analyse des politiques sociales en santé mentale. Il est également co-directeur du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations. Et je vais le laisser faire sa présentation. Merci. Merci à toi, c'est un plaisir partagé. Merci à vous de l'accueil également. Merci de me faire profiter de 2 semaines de printemps précoce. J'en suis extrêmement reconnaissant, tout comme le fait de présenter après le café. Je suis très heureux de présenter après ma collègue Pascal également, parce que vous allez voir qu'il y a des liens qui peuvent être tissés entre nos présentations. Ce qui m'intéressait de faire avec vous, c'est en fait de discuter de ce qui nous anime en fait comme chercheurs dans notre positionnement vis-à-vis de la recherche participative et de vous parler plus précisément d'un projet de recherche que nous avons mené et qui a également des implications sur la pratique clinique. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, c'est dans toute notre compréhension du concept que nous, on appelle le concept d'allié en santé mentale. On a souhaité aborder le concept selon une perspective beaucoup plus éthique dans l'objectif, en fait, d'informer les pratiques, à la fois des pratiques de recherche, mais également les pratiques d'intervention en santé mentale. Et là, je réalise que est-ce qu'il y a un dispositif pour... Ah, super, merci. Merci beaucoup. Super, donc posture d'allié en soins infirmiers psychiatriques, principe, usage, limite pour la transformation des pratiques d'intervention. Donc, c'est vraiment de faire le pont entre la recherche et la pratique. Moi, je m'intéresse dans mes recherches beaucoup à l'agentivité du personnel soignant. J'ai une formation également en droit, donc je m'intéresse à la mise en œuvre du droit ou à la question des droits humains en santé mentale, mais toujours dans une perspective d'appropriation des normes, de contournement, de justification, de contestation. Et c'est un peu aussi ce qui informe les travaux que vous allez avoir devant vous aujourd'hui. Donc, grosso modo, on ira vraiment aborder de front le concept d'allié en expliquant un peu ses fondements définitionnels. Je vais vous expliquer aussi ce qui est à l'origine de ces questionnements-là dans mon laboratoire à moi, dans les recherches que je fais. Vous expliquer un peu parce qu'évidemment, je suis un chercheur, donc la méthodologie, ma partie préférée, et vous. Et donc d'expliquer un peu comment on a procédé en fait à l'analyse du concept par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une revue de la portée des écrits. Et ensuite de ça, ça sera vraiment d'aller dans la substance du concept afin de répondre aux objectifs du projet, de déterminer quels sont les usages du concept sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on peut en tenir sur le plan des qualités des acteurs, et qu'est-ce que ça nous dit en fait sur l'état des pratiques et sur à la fois les opportunités et les risques que ce concept nous amène quand on aborde peut-être plus la situation d'une manière réflexive. Donc, si moi, par exemple, je me décris comme un allié, quelles en sont les implications? Est-ce qu'on est simplement dans une performance ou dans un enjeu performatif ou on est ailleurs? Et si on est ailleurs, on est où exactement? Donc, on va aller voir un peu ça en s'intéressant vraiment au régime d'action. Donc, je ne parle pas ici nécessairement d'un régime d'engagement, mais plus d'un registre d'action qui informe la posture de l'allié dans ce qu'on a été capable de retracer dans la recension des écrits comme étant les actions d'engagement. Et donc, pourquoi est-ce que nous avons décidé d'étudier le concept aujourd'hui donc en soins psychiatriques? Le concept, en fait, l'idée est partie beaucoup de ce que j'appelle dans mon laboratoire des projets un peu risqués, des projets pilotes informels. Il y en a un par année. J'invite les étudiants puis nos collaborateurs à ce qu'on réfléchisse ensemble à des projets qui sont un peu nouveaux, qui nous permettent d'avoir une flexibilité dans notre réflexion. Et ça a été un peu le projet qui a émergé là, dans les dernières années. D'ailleurs, Marie-Claude Jacques de l'Université de Sherbrooke qui collabore également. Je la salue. Je salue tous mes étudiants également qui collaborent, Clara, Vincent, Christine. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que dans les étudiants qu'on supervise, qui sont également des cliniciens ou des praticiens, ce questionnement-là est hyper important. C'est-à-dire que vous avez des étudiants qui ont une connaissance intime de leurs objets de recherche,
qui souhaitent être des alliés et qui se retrouvent dans une position où on est un peu à risque de complaisance au niveau des biais scientifiques, dans un engagement émotif envers l'objet de recherche, engagement qu'on ne souhaite pas nier, mais on souhaite évidemment accompagner les étudiants dans une compréhension qui est globale de leurs problématiques, qui est objective dans la mesure du possible, mais en faisant en sorte que l'étudiant aussi ne s'oublie pas. Et donc, il y a plusieurs étudiants qui, eux, s'intéressaient par exemple aux pratiques coercitives en santé mentale dans une perspective critique, qui se sentaient en fait extrêmement inconfortables à l'idée d'étudier un sujet pour lequel ils avaient un statut d'observateur, également un statut qui est expérientiel, mais sur le plan clinique en fait. Donc, ils ont participé à l'implantation de ces mesures-là, ils souhaitent les étudier, ils souhaitent également changer les pratiques. Et là, on se retrouve en fait à négocier cette position-là d'une manière qui parfois peut amener des tensions. Et c'est ces tensions-là qui sont à l'œuvre et qu'on souhaite étudier en fait. Donc, l'idée générale a émergé de ce constat-là. Il y a également, de mon point de vue du moins, il y a des grosses limites à l'éthique conventionnelle en soins. En Amérique du Nord, on a beaucoup l'approche par principe. La principale critique qu'on formule à cette approche-là, c'est qu'en fait, le principe d'autonomie va absolument supplanter tout. Ce qui fait en sorte que, est-ce qu'on est encore vraiment dans une approche par principe quand finalement, il y a un seul principe cardinal qui, bien que ce ne soit pas écrit, souvent est informellement supérieur aux autres. Le déontologisme également présente quelques limites. On a également l'éthique de la vertu qui nous incite à éviter différentes qualités des acteurs, mais qui encore là n'a jamais été informé par les débats actuels et par l'émergence du concept d'allié, en fait, qui se situe dans un moment socio-historique très précis qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Et il y a également un débat scientifique qui concerne spécifiquement ce concept en soins psychiatriques, où on remarque en fait une dénaturation possible du concept, un élagage de ses bases politiques, qui est en soi problématique. Et on a souhaité donc aller faire une analyse plus approfondie de ce débat-là pour ajouter une pierre à l'édifice. Et donc, ce qu'on doit savoir du concept de la posture d'allié, c'est que le concept comme tel, ou du moins ses fondements, va émerger au tournant des années 60 dans le mouvement des droits civiques américains, donc 60 et plus. Il sera plus formellement implanté au sein des campus universitaires américains au tournant des années 90-2000. Et la posture, si on la résume très sommairement, c'est de dire que les groupes dominants doivent utiliser leurs privilèges au bénéfice des groupes marginalisés. Donc, on est ici dans des enjeux de justice distributive qui impliquent donc que des personnes telles que moi comme chercheurs prennent conscience de leurs privilèges, de leurs pouvoirs et s'attardent à consacrer des énergies pour créer des espaces de discussion, de délibération, de recherche, de création des savoirs qui, dans la mesure du possible, vont diminuer les différentiels de pouvoir et éventuellement combattre les dynamiques d'oppression. Cette citation-là, j'aime beaucoup. Elle est souvent attribuée à la militante australienne Lila Watson. Quand on l'interroge là-dessus, elle nous dit que la citation est issue d'un travail collectif, mais si je peux me permettre de la traduire, c'est de dire que si vous êtes venu pour m'aider, vous perdez votre temps. Mais si vous êtes venu parce que votre libération est intimement liée à la mienne, alors on peut peut-être travailler ensemble. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que cette citation-là implique dans votre travail également, puisqu'elle résonne avec le caractère bienveillant des pratiques de soins, avec d'une certaine manière aussi le fameux principe d'advocacy qui reproduit des rapports de domination également qui sont quand même bien documentés et qui met de l'avant également la dynamique de reconnaissance qui caractérise la profession de soignant, dans le caractère invisible des soins que l'on offre, dans les stratégies qui sont mises en place pour faire en sorte que cette reconnaissance-là soit plus effective. Est-ce qu'ici, on est encore dans une posture bienveillante d'aide à autrui, ou alors on est capable de se déplacer dans une dynamique où cette aide qui est fournie est avant tout un acte de solidarité, une reconnaissance de sa différence, des pouvoirs, de notre positionnement, dans une perspective d'émancipation collective. Alors, je trouve que cette citation-là, pour moi, elle est très puissante, parce qu'elle veut dire beaucoup de choses à propos des mouvements d'émancipation, mais elle peut également y résonner à l'intérieur même du métier de soignant. Et donc, le développement comme tel du concept ou de la posture d'allié, ça a concerné dans un premier temps le soutien à la reconnaissance des droits des femmes, des personnes issues de minorités sexuelles et culturelles dans les campus universitaires pour ensuite être élargi à plusieurs autres groupes confrontés à l'oppression. Et ce n'est en fait que tout récemment que certains auteurs en sont venus à qualifier la profession ou la discipline infirmière comme étant une alliée naturelle. C'est là en général que moi je commence à ruminer puis faire vraiment. Et c'est là généralement qu'on a des projets de recherche très intéressants qui nous mènent ici.
ce matin. Et donc, est-ce que vraiment les soignants en psychiatrie peuvent être considérés comme des alliés naturels? Cette affirmation-là, en soi, doit être problématisée de différentes manières. D'abord, il faut aborder l'épineuse question de la subordination par indifférenciation. Dans mon laboratoire, en fait, on a beaucoup étudié la disparition progressive des infirmières offrant de la psychothérapie, puisque infirmiers et travailleurs sociaux en offraient, parfois dans l'ombre des institutions. Et tranquillement, on a vu une professionnalisation de cet acte-là, une formalisation de l'acte et même un degré d'expertise qui va toujours en augmentant. De sorte que actuellement, les infirmières de santé mentale, pour pratiquer la psychothérapie, il y a des standards qui sont extrêmement élevés. Et donc, si les infirmières n'offrent pas de psychothérapie et si elles offrent quoi en fait, au-delà de la médication? Donc, ce projet-là, qui fait d'ailleurs l'objet d'un article publié sur la pratique infirmière en santé mentale et l'ordre négocié des professions, nous permet aussi d'aborder la dynamique de reconnaissance de la pratique infirmière en santé mentale, de ses enjeux également au niveau de la sociologie des professions, plus particulièrement, et de sa relation surtout, souvent assumée, très souvent ambiguë, avec le paradigme biomédical. Tout simplement parce que si on prend une lentille de dynamique de reconnaissance, on voit que historiquement, la pratique infirmière a vu sa reconnaissance augmenter du moment où elle s'est rattachée au paradigme biomédical. Il y aura un éditorial ici, mais la pratique infirmière avancée, ou du moins nous, la pratique IPS au Québec, on parle avant tout d'actes médicaux délégués. Et ça, c'est un très bon exemple des luttes pour la reconnaissance dans la profession qui amènent des avantages sur le court terme en termes d'autonomie professionnelle, mais à terme, sur le plus moyen et long terme, on voit que finalement, on atteint rapidement un plafond de verre parce qu'on est toujours lié à un domaine, à une discipline qui n'a jamais été totalement la nôtre. La question qui s'amène naturellement, c'est est-ce qu'on doit nécessairement s'isoler, développer notre propre langage dans une optique où on est toujours forcé à collaborer et que cette collaboration également, sur la base d'un langage commun, est extrêmement importante. Et c'est là où, en étudiant le concept d'allié, on est venu tenter de trouver certaines réponses, de se dire, bon, s'il y a un enjeu de reconnaissance qui finalement cantonne la profession infirmière dans les savoirs dominants, c'est que nécessairement, il y a une forme de contribution aussi aux dynamiques d'oppression, il y a une place pour le concept d'allié, mais est-ce que nécessairement on peut dire, sans poser la question, est-ce que les infirmières sont des alliés nécessairement naturels ou il s'agit plutôt d'une identité, d'une pratique qui est développée par la force de la socialisation professionnelle? Et donc, pour moi, cette question-là, elle est extrêmement importante. Les soignants, en fait, s'intègrent dans des hiérarchies professionnelles. Elles sont confrontées à des attentes institutionnelles et des exigences, des injonctions de conformité, si on peut dire, qui, de plus en plus, du moins c'est le cas pour nous, cherchent à confiner les soignants dans un rôle assez technique, assez déterminé, moins relationnel. Et ça, encore là, ça amène des réflexions hyper intéressantes, ça amène de l'eau au moulin. On dit ça ici, de l'eau au moulin, oui? D'accord, c'est bon. Des petits doutes comme ça, des fois. Et donc, globalement, ce que cette lutte pour la reconnaissance implique, c'est que les soignants, dans un souci de reconnaissance, vont souvent se rattacher, en fait, et même participer, se rattacher au savoir dominant et donc puiser dans les systèmes d'oppression pour finalement asseoir leur pratique. Ici, ce n'est pas un jugement moral que je fais, c'est simplement un constat des faits. Et en fait, l'allié comme tel est un allié qui souvent va jouer à l'intérieur des murs du système. Donc, ce n'est pas de dire qu'on ne devrait pas se rattacher à ces savoirs-là, c'est plutôt de poser de la question des possibilités d'action que ça implique. Et donc, se prétendre un allié naturel, pour moi, ça revient plutôt, dans les constats d'analyse, ça revient plutôt à masquer en fait cette position-là qui est très problématique, plutôt que de chercher à l'intégrer, à la comprendre, à l'observer. Et finalement, à tolérer l'ambiguïté qu'elle implique et les possibilités d'action qu'elle peut créer si on prend le temps, en fait, de comprendre ses principes. Il y a également la question de l'agenda poursuivi par les soignants, mais quand je vous ai beaucoup parlé de reconnaissance, je pense qu'ici, je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus, mais dans une démarche d'émancipation collective, il faut également, par solidarité, que cet agenda-là soit partagé. Pourquoi devient-on allié? Quelle est notre motivation? Est-ce qu'on est allié tout simplement par convenance, parce que finalement, c'est un mot qui est à la mode, parce qu'on souhaite en fait masquer une forme d'inconfort, ou on est allié parce qu'on se rattache à un système de valeurs spécifique qui informe nos actions? Et donc, dans la méthodologie, on a donc cherché à comprendre tous ces enjeux-là en réalisant une revue de la portée, sans restriction temporelle, puisque le concept est assez récent en soins psychiatriques.
et non dans les autres domaines. On n'a pas la prétention d'avoir créé quelque chose ici, mais plutôt d'essayer de le capter dans notre domaine qui est la santé mentale et les soins psychiatriques. Au sein de 6 bases de données là, internationales que vous connaissez sans doute, là, donc Érudit, Cairn, Medline et compagnie, donc, qui ont été croisées en fait pour la collecte des données. On a considéré en fait tous les types d'écrits scientifiques. On n'avait pas non plus, on ne cherchait pas à identifier nécessairement des mesures du concept d'allié, mais plutôt la compréhension puis l'usage de ce concept-là dans la littérature. Alors les écrits qualitatifs, quantitatifs, mixtes, les écrits de synthèse, de discussion, tout ça est intégré. Moi, je suis une personne très désorganisée dans la vie, j'adore intégrer tout. Et c'est ensuite que l'anxiété arrive. Mais dans ce cas-ci, ça a bien été quand même. C'était quand même assez enrichissant. Et qui portait spécifiquement sur la posture de l'allié ou le concept dans les soins psychiatriques, sans égard nécessairement à la profession d'infirmière comme telle. On a quand même été assez flexible là-dessus. Et donc, bien évidemment, par respect pour la thématique de la conférence, mais aussi parce que c'est fondamental d'en discuter, le projet a été développé en fait en partenariat avec une personne experte par expérience avec qui moi je travaille dans le quotidien des cours que l'on offre. Et si je me permets en fait de reprendre le modèle de Montréal, dans mes recherches, moi je suis beaucoup plus dans des recherches de nature collaborative que j'assume pleinement. Et j'ai toujours considéré que les projets de recherche peuvent venir à la fois du haut et du bas. L'important, c'est d'identifier un terrain de jeu dans lequel le travail d'équipe se réalise à partir des forces de chacun. Et donc, c'est cette négociation-là qui devient intéressante. Alors, je me rappelle d'un matin en disant, bon, moi, ce projet-là, il m'intéresse. Est-ce que ça résonne pour toi ou pas? La première réponse a été, ah oui, ça résonne, effectivement. Il y a vraiment matière à réfléchir là-dessus. La deuxième question, ça a été, ben, c'est quoi les possibilités d'action en termes de financement que ma collègue a quand même très bien décrit? Il y a des contraintes au financement à considérer. En termes de contribution, la contribution philosophique, mais également la contribution intellectuelle, puis la contribution effective reconnue dans les règles d'autorat, notamment. Et donc, ça a été de discuter de ça pour justement de voir, bon, ben, notre terrain de jeu, il se situe où exactement là-dedans et quel dispositif on peut mettre en place qui correspond à la possibilité réelle pour la personne experte par expérience de collaborer, à ce qui la motive, à ce qui fait sens pour elle, sans rentrer dans l'instrumentalisation, en respect également des capacités, des attentes, des valeurs qui doivent la motiver également et qui font sens avec son travail et avec le mien également, pour enfin venir à une entente de collaboration. Ça s'est soldé globalement par 3 temps de recherche où la collaboration s'est soldée dans la formulation de la stratégie de recherche, dans l'analyse des données et dans les prochaines semaines, en fait, la validation finale, puisqu'on est encore à l'état d'analyse. Jusqu'à là, ça va? Parfait. En ce qui concerne l'état des écrits, donc le résultat des courses, comme on dit, on a un échantillon global de 160 participants quand on fait le décompte de l'échantillonnage des écrits. On s'est intéressé en fait à la composition d'échantillonnage pour savoir, bon ben, est-ce que la posture alliée, ce n'est qu'une discussion théorique faite par des chercheurs dans leur tour d'ivoire, ou alors on est dans une pluralité de perspectives plus ou moins intégrées à la littérature scientifique. Et donc on a ici 43 personnes qui s'identifiaient comme patients, 63 personnes qui s'identifiaient comme alliés, 8 personnes avec un double statut, donc des gens qui finalement portaient plusieurs masques. Et cette thématique-là était également apparue intéressante à considérer dans les usages du concept. Et 46 personnes dont le statut était indéterminé, notamment parce qu'on avait des entrevues de groupe, des méthodes de collecte de données qui finalement ne permettaient pas de capter la nature de la participation. Une très grande, et ça c'est le point rassurant, une très grande majorité des écrits implique la participation de personnes premières concernées, donc 15 écrits sur le total des 17. Là où le bas blesse un peu, c'est que sur le total de 17 écrits, il y en a 6 qui viennent, en fait, qui semblent issus du même projet. Donc déjà là, ça réduit beaucoup l'échantillonnage et qui sont issus d'une équipe australienne. Donc on a 15 articles en provenance de l'Australie, un article des États-Unis, un article de la Nouvelle-Zélande. Dans les disciplines, 10 articles viennent des sciences infirmières, un de la psychologie, 6 du travail social. Et dans les devis de recherche utilisés, on a principalement des analyses thématiques, une théorisation ancrée, une recherche-action. Donc très peu de recherche-action quand même, malgré le caractère très politique et transformatif du concept. Une recension des écrits et 2 discussions. Dans les apports théoriques, il y a 11 articles en fait qui n'avaient aucun apport théorique. Et je vous dirais que dans l'analyse de la portée, là où il semble y avoir un travail supplémentaire à faire, c'est évidemment dans la méthodologie, puis dans l'apport théorique que les articles nous proposent pour bien interpréter le phénomène.
Il y avait quand même des articles qui étaient issus de la théorie sociale critique ou de la justice sociale, et dans le cas des États-Unis également, des pratiques anti-oppressives. On a également ajouté à ça des éditos et des commentaires, puisque du moment qu'on publie sur la posture alliée, en général, ça vient avec plusieurs gens qui réagissent, qui commentent, et donc un débat scientifique hyper intéressant à considérer. Donc, on a inclus ces commentaires-là à l'intérieur de la recension. Si on en vient maintenant aux résultats, j'ai essayé d'y aller de la manière la plus imagée possible pour éviter d'être trop technique. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on essaie d'identifier la portée de la posture d'allié, on est incapable de la situer dans un degré qui est uniquement individuel, uniquement interpersonnel, uniquement structurel. En fait, ce qu'on voit, c'est que la posture d'allié, c'est une posture qui fait état d'un processus qui commence par une sensibilisation à ses propres privilèges, donc qui part dans l'individuel, mais qui doit se traduire ensuite de ça par une série d'actions qui peuvent à la fois être dans l'interpersonnel, dans le fait d'amener une sécurité relationnelle dans les relations, par exemple, et qui peut également toucher le structurel dans la mesure où ce qu'on souhaite changer, ce sont les structures qui participent aux expériences d'oppression. Et donc, on suppose que certaines personnes vont rester plus dans une posture individuelle et de franchir le pas dans une posture qui est plus interpersonnelle va demander un geste ou une action d'approche supplémentaire, comme également dans la dimension structurelle. Il y a également un jeu du rôle ou des règles du jeu qui semblent en place. Moi, j'utilise beaucoup les théories interactionnistes dans mes travaux. Dans certaines études, il y a des soignants qui ont également une expérience vécue en santé mentale. Et donc, ça pose toute la question de dire, bon, ben ici, est-ce que c'est des alliés? Est-ce que c'est des experts par expérience? Qui sont-ils? En même temps, on pose la question, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y répondre? Nous, on a souhaité plutôt analyser la question en termes de différentiel de pouvoir. C'est de dire, bon, ben, si la personne s'exprime en tant que soignant, c'est qu'elle va faire un certain appel de privilège issu de sa position de soignant, qui est en soi une forme de reconnaissance qui amène une relation de pouvoir différente que si on s'exprime en portant le masque de la personne experte par expérience. Par contre, si je fais le bilan de mes années de recherche, des activités de supervision que je fais et des collaborations que j'ai, souvent les soignants nous disent que l'expérience propre des problématiques de santé mentale, va avoir été un motivateur également pour le fait de devenir soignant. Donc, on ne doit pas nécessairement l'ignorer, mais on doit plutôt comprendre ses limites, ses opportunités dans le cadre de la posture d'allié. Et donc, c'est là où finalement on ne peut pas se limiter à dire, ben voilà, il y a un double statut qui existe, on doit le tolérer. Je pense qu'on doit plutôt questionner en fait les principes qui sont derrière la posture, si vraiment les gens se décrivent comme des alliés, puis également les qualités qui sont recherchées par les acteurs, puisque ces qualités-là, ils sont assez prédominantes dans la littérature qu'on a identifiée. Donc, la question des privilèges, pour nous, ça a été un peu le point focal de dire que la question, ce n'est pas une question de remettre en question un statut, mais c'est de savoir quels privilèges sont mobilisés si un statut en particulier est appelé. Et donc, dans les principes, on est arrivé à isoler, si on peut dire, 3 principes généraux qui semblaient être assez transversaux aux écrits qui ont été collectés. Donc, quand les personnes font appel au concept d'allié ou se décrivent comme alliés, en général, ce qu'on retrouve, ce sont des principes généraux associés à la redistribution du pouvoir, donc à l'équilibrage des dynamiques de pouvoir par celles et ceux qui sont titulaires de privilèges particuliers, qui les redistribuent. On a également un acte de solidarité, donc une alliance productive, des tensions productives également pour lutter contre les dynamiques d'oppression. Et là, peut-être que certains d'entre vous se poseront la question, ça veut dire qu'elle est systématiquement un activiste? Peut-être pas. Mais il y a certainement une forme de solidarité à avoir du fait de la reconnaissance principale de sa différence et de ce qui peut nous unir également. Donc, le principe de solidarité est fondamental. On verra la question de l'activiste un peu plus tard, par contre. La question n'est pas aussi claire qu'elle y paraît. C'est d'ailleurs une des limites du concept d'allié par plusieurs groupes militants. Et finalement, il y a la question de l'humilité épistémique. Il y a un participant d'ailleurs qui parlait du concept de justice épistémique. Ce qu'on a rapidement constaté dans les écrits, c'est que la posture d'allié est une posture imparfaite, inconfortable, qui amène son lot de questionnement. Et quand on a cherché à savoir ce qui se passait derrière tout ça, ce ressenti-là, ben, on voit que ça exige des personnes qui souhaitent incarner cette posture, d'avoir une forme d'humilité par rapport au savoir qu'ils ont acquis par la force de la socialisation professionnelle, quand on s'adresse aux soignants, par exemple. Je ne sais pas pour le contexte présent, chez nous, on est socialisé beaucoup par le DSM-5, TR. En soi, en termes d'humilité épistémique,
c'est peut-être pas une recette complète, il manque un peu de sel. Donc, cette humilité-là devient importante pour prendre ce pas de recul-là, de se dire, ben voilà, je sais des choses, ces savoirs-là, ils me permettent d'intervenir, mais est-ce qu'ils sont complets? Non. Est-ce qu'ils sont dominants? Certainement, du fait de la socialisation professionnelle et pour les raisons que j'ai expliquées. Et donc, c'est de reconnaître qu'il y a des limites intellectuelles, puis que la connaissance, en fait, c'est un processus d'interprétation en différentes formes de savoir, des savoirs par expérience, des savoirs ordinaires pour en référer à Foucault, profanes, des savoirs dominants également. Donc, ce brassage des savoirs-là devient important, mais nous inscrit également dans la reconnaissance de l'interprétation de ces savoirs-là par les personnes qui finalement en font usage ou qui les incarnent dans la mesure où ils les vivent. Donc, 3 principes qui semblent assez transversaux pour bien comprendre cette posture-là. Et comme vous le voyez, s'il y en a parmi vous qui enseignent, ça a des implications directes, en fait, sur la façon dont on forme, sur la façon dont on conçoit notre pratique pour ceux qui ont une pratique clinique ou même la façon dont on gère les problèmes pour ceux qui sont plus dans la gestion des problèmes. Et c'est là que ça informe la pratique, en fait, au-delà du simple projet de recherche. Dans les qualités des agents maintenant, je vous ai parlé un peu d'éthique de la vertu. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on est ici dans une éthique de la vertu au sens classique, mais on a quand même été en mesure de retracer différentes qualités à l'intérieur du projet et de les différencier pour ensuite les établir. Il s'agit ici d'une proposition. Je n'ai jamais la prétention que ce qu'on produit dans mon laboratoire a effet de vérité, mais c'est du moins ce qu'on constate en fait dans la littérature qu'on a recensée. Donc, la réflexivité, donc la capacité de réfléchir sur ses propres actions et ses propres préjugés, c'est un des concepts en fait qui était le plus récurrent à la fois dans les écrits recensés, mais aussi dans les discussions qu'on a eues en équipe et la réflexivité que nous-mêmes, on a dû avoir dans le projet. L'authenticité, donc exprimer de la sincérité dans ses valeurs et ses engagements, était également une qualité qui était souvent recherchée. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite en fait? Est-ce qu'on souhaite avoir des alliés de convenance, des alliés stratégiques, des alliés opportunistes, ou on souhaite avoir des gens en qui on peut faire confiance et qui vraiment expriment une forme de solidarité dans l'authenticité de l'action? Et donc, ce concept-là semblait déterminant, en fait, pour dresser les contours de la posture. De l'ouverture, donc être réceptif vis-à-vis de différents savoirs, dont les savoirs expérientiels. Ici, on réfère directement, en fait, à une des conséquences de l'humilité épistémique, de cette ouverture-là. De l'intégrité, donc agir de manière conforme à l'éthique avec rigueur, indépendance et honnêteté. Et la proactivité, donc anticiper et agir sur les besoins avant qu'ils ne surviennent. La proactivité a émergé un peu tardivement dans le processus, mais nous a apparu extrêmement importante parce que l'une des critiques qui est souvent formulée au concept, c'est que les gens se décrivent alliés. Point. Vous savez, moi, je suis un très bon allié. Mais encore. Et ce que plusieurs auteurs nous indiquaient, en fait, c'est que les attentes envers un allié, c'est que la performance se traduise dans des actions concrètes également. On ne peut pas s'en tenir qu'à la description et on ne peut pas non plus attendre patiemment qu'un besoin se présente pour ensuite de ça y répondre comme un sauveur. Je réfère à la citation du début. On s'attend donc à ce qu'il y ait une forme de proactivité, que l'allié aille au-devant des problèmes, ait un intérêt qui est honnête, sincère envers les problématiques vécues, sans nécessairement toujours agir dans l'urgence ou parce qu'elles sont finalement exprimées. Donc, cette proactivité-là, qui était l'anticipation et l'action sur les besoins avant qu'ils ne surviennent, dans la mesure où il y a des injustices épistémiques et que certaines personnes vivent des injustices herméneutiques, la proactivité devenait en fait un des moteurs de l'action. Maintenant, dans le régime d'action, encore ici, on s'est amusé en fait à dresser le régime d'action ou la mise en action qui implique la posture. Il y a avant tout l'écoute, donc comprendre attentivement les besoins et les préoccupations d'autrui. Ici, on dit souvent, on tente d'écouter pour comprendre et non d'écouter pour répondre. Donc, cette compréhension-là nous apparaissait extrêmement utile. Ce qui est également intéressant, et je pense que ça a été nommé aussi dans la présentation précédente, c'est que la prise de risque faisait partie du régime d'action aussi. On s'attend des alliés, ou du moins dans l'idéal, la posture, que l'allié soit disposé à prendre des risques, puisque cette posture-là n'est pas une posture qui est sécuritaire en soi. Elle exige vraiment un pas de recul et parfois même une forme de désaffiliation du groupe dominant pour mieux comprendre les enjeux des groupes qui finalement sont eux-mêmes dans une lutte pour la reconnaissance. Donc, la prise de risque ici a souvent été nommée. C'est-à-dire que les alliés sont les personnes qui finalement vont également changer le système de l'intérieur et ça vient des fois avec beaucoup d'hermétisme, d'incertitude, des réactions adversariales. Et on suppose qu'en fait, l'allié qui est titulaire de privilèges peut facilement combattre ces réactions adversariales, ou du moins beaucoup plus facilement le faire que des gens qui ne sont pas titulaires de ces privilèges-là.
d'où cette forme de redistribution du pouvoir également, puis de mise en action. La persuasion, donc convaincre efficacement les individus et influencer les structures. Je crois que la présentation de ma collègue Pascal a très bien résumé la persuasion, tant dans les objectifs de financement, de précarité, de la situation de précarité qui peut être vécue également. La persuasion, c'est ça en fait. C'est d'être en mesure de convaincre des personnes qui finalement ne sont peut-être pas autant sensibilisées aux enjeux que les alliés sont, de changer leur mode d'action pour créer des nouveaux espaces de dialogue, de discussion et éventuellement de création des savoirs. Il y a également donc des pratiques anti-oppressives qui ont beaucoup émergé du mouvement nord-américain, donc tenir compte des différentiels de pouvoir, de l'équité et également de la sécurité des relations. Donc ici, on atteint vraiment la dimension interpersonnelle de la posture de l'allié et également la différence essentielle, et je pense que ça implique directement le rôle de soignant, la différence qu'on trace entre la représentation et l'auto-représentation, ou ce qu'on nomme en anglais l'advocacy puis le self-advocacy. Alors encore là, on peut se maintenir dans une posture d'advocacy, mais je vous pose la question ouvertement, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire ici des dynamiques de pouvoir où on parle pour les gens? Et c'est là où la distinction, parce que parfois c'est nécessaire, bien évidemment, mais dans d'autres situations, le besoin et la demande, c'est plutôt que les gens puissent s'exprimer par eux-mêmes. Et encore là, on en revient à la nécessité de créer des espaces beaucoup plus que de parler pour les gens. Et donc, il y a cette distinction fine, mais essentielle, entre les pratiques de représentation des intérêts des usagers et les pratiques qui vont favoriser, en fait, leur auto-représentation. Et cette distinction-là semble également tracer une distinction conceptuelle énorme entre une vision assez limitée de l'advocacy et le concept d'allié en tant que tel. Et donc, ici, la question de l'opportunisme doit également être posée. Est-ce qu'on est dans de l'opportunisme, de la proactivité ou de l'activisme? La question est ouverte, en fait. Il y a plusieurs écrits qui estiment que l'activisme peut être dans le régime d'action de l'allié, peut se traduire par des actions qui sont subversives, surtout lorsque les injustices sont importantes. Est-ce que c'est le seul régime d'action? Dans le constat que nous, on a fait des écrits, il semble que ce ne soit pas nécessairement le cas. L'activisme est une voie de passage, mais pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, comme l'allié est quelqu'un qui finalement est dans le système, comme il utilise des mécanismes de persuasion, parfois, le mécanisme de persuasion va être le levier utilisé pour créer cette ouverture-là, pour sécuriser ces espaces-là, plutôt que de l'activisme comme tel. Ce ne sont donc pas des actions qui sont antagonistes ou mutuellement exclusives, ce sont des actions qui peuvent être complémentaires et qui sont toujours ajustées selon les circonstances. Donc oui, il y a une forme d'opportunisme dans la mesure où on doit être au fait de ces opportunités-là de créer de nouveaux espaces. Est-ce que l'activisme comme tel est la seule voie? Non. Et c'est d'ailleurs une des critiques que les auteurs vont formuler à propos du concept d'allié, c'est que le concept va éventuellement manquer de mordant. Et donc, parce qu'il ne se solde pas toujours par des actions transformatives. Déjà, 5 minutes, d'accord. Bon, malgré tout, certaines situations exigent des actions plus directes aussi, puis j'imagine que vous avez connu ces situations-là également. On évolue dans des systèmes de santé qui sont parfois turbulents, voire conflictuels. Quand ces situations-là arrivent, bien, effectivement, la mise en action peut aller vraiment au-delà de la persuasion ou de l'effacement de l'allié à des fins stratégiques. Et donc, si on se permet d'imager le régime d'action, on voit que finalement, on commence par l'éducation, à la prise de conscience de ses propres privilèges, le fait que, finalement, je sais des choses, mais je ne sais pas tout. Et ma pratique peut être enrichie par des connaissances diverses. Et à titre de soignant, j'ai des privilèges qu'il est possible de redistribuer. Donc, plusieurs écrits réfèrent à cette dynamique-là, en fait, entre l'éducation, donc ce mouvement individuel qui permet à la personne de cette prise de conscience-là, l'autonomisation, évidemment, parce que les alliés doivent s'éduquer par eux-mêmes, développer les capacités de le faire. Et ça, on le voit beaucoup, par exemple, dans le concept de fatigue de recherche, dans le mouvement, en fait, participatif. On voit qu'il y a des populations qui sont très sollicitées par la recherche pour éduquer les gens. Et on répond à ça, que finalement, des fois, ça crée une fatigue parce que les sollicitations, elles sont nombreuses. Et parfois, ce qu'on va demander, c'est aux alliés de s'éduquer par eux-mêmes, de développer la littératie suffisante pour aller chercher la bonne information, identifier les sources également qui peuvent les informer, puis finalement, amplifier leurs actions. Et ensuite de ça, la connexion semble également quelque chose d'important, c'est-à-dire que les alliés peuvent également faire équipe entre eux, et que ça, c'est en soi une source de motivation puis de changement. La conscience politique en est une autre, et finalement, la mise en action, et encore là, la mise en action, elle n'est pas déterminée. C'est une mise en action indéterminée
qui parfois se passent par la persuasion, d'autres fois par de l'activisme, etc., etc. Et donc, il y a également des études qui sont intéressées à la motivation. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant de dire, parfait, si on se base plus sur un postulat de psychologie sociale, qu'est-ce qui motive une personne à devenir un allié? Il y a des auteurs hyper intéressants qui nous donnent certaines pistes de réflexion. Il y a une étude, c'est la dernière que je cite, là, je ne veux pas la débâtir, mais Radk et Al, en 2020, qui ont catégorisé la motivation selon 4 composantes. Il y aurait une motivation externe, donc c'est vraiment une motivation vers le fait de soutenir des groupes désavantagés en portant une attention à leurs demandes. Je privilégie toujours le terme demande que besoin, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre présentation plus long. Je sais que le dîner arrive. Et quand on essaie d'identifier les émotions, les valeurs et la psychodynamique derrière, en fait, la motivation externe, on voit que c'est beaucoup, en fait, l'empathie, mais également la colère envers les injustices qui va être un motivateur et une identification moindre au groupe dominant. Donc, encore une fois, un pas de recul pour se désidentifier du groupe dominant puis se rapprocher des autres types de groupes plus marginalisés. Une motivation interne, donc soutenir les groupes désavantagés à la condition qu'on maintienne la dominance de son propre groupe. Donc là, il y a une motivation interne de dire oui, on peut être des alliés, mais ce n'est pas n'importe quelle condition et certainement pas si moi je perds un peu de pouvoir, si je le résume très sommairement. Donc ici, on a une motivation qui est beaucoup associée à la culpabilité comme émotion, puis à la crainte également donc de perdre ce pouvoir-là. Vous avez également des motivations éthiques sur la base de la violation de principes moraux qui, bien qu'ils sont situés, donc spécifiques à des situations, sont non spécifiques à un groupe en particulier. Donc, les motivations morales sont souvent associées, par exemple, au fait de ne pas faire de tort, mais on peut appliquer ces motivations-là à différents enjeux, allant des enjeux de santé mentale aux enjeux environnementaux. Donc, c'est une motivation qui est vraiment associée à des principes moraux que possède la personne sans nécessairement être très spécifique à un groupe en particulier. Et finalement, il y a la motivation personnelle qui est orientée vers la gratification personnelle, puis l'ouverture à des nouvelles opportunités. Et les auteurs parlent ici, en fait, de la fierté associée au fait de se décrire allié et à une certaine forme d'individualisme aussi. Et donc, quand les auteurs essaient de qualifier tout ça, évidemment, ici, on évite les réponses toutes faites de dire, ben voilà, il y a une forme de motivation qui est mieux que l'autre. On voit par contre que la motivation qui correspond plus à l'idéal du concept serait plus la motivation externe. Et donc, dans les enjeux, et j'arrive à la fin de la présentation, ce qu'on a vu de la limite du concept dans l'analyse apportée, c'est qu'il y a des enjeux de définition consensuelle. En fait, de chercher à définir la posture d'allié, c'est en soi une entreprise très difficile. Et on ne souhaiterait pas non plus la définir et contribuer nous-mêmes à un processus de réappropriation. Donc, il faut tolérer, encore une fois, une forme d'ambiguïté. L'instrumentalisation des fins politiques ou personnelles. Donc, encore une fois, et il y a beaucoup de critiques du concept de rétablissement, par exemple, qui font un peu le parallèle. Le concept de rétablissement, dans certains cas, il est critiqué parce qu'il a été un peu dénaturé de ses principes et utilisé dans plein de contextes en s'éloignant tranquillement de ses principes de base. Et on craint, en fait, que la posture de l'allié subisse un peu le même processus. La dépolitisation, donc l'évacuation des fondements politiques, parce qu'elle a émergé dans un contexte politique important. Et ce contexte-là est important à prendre en compte aussi en santé mentale dans les luttes pour la reconnaissance. Et la conception plus individualiste, donc qui est axée sur les pratiques individuelles plutôt que collectives. Ah non, je n'avais pas fini. Ah, mais il m'en reste 2. Parfait. Je suis désolé. Et donc, en fait, c'est pour conclure. Cette fois-ci, c'est vrai. C'est simplement un rappel, en fait. Nous, c'est un peu la ligne directrice qui caractérise notre expérience du projet, mais qui a également été la motivation pour initier le projet, c'est que l'inconfort, c'est au cœur de l'expérience de l'allié. Tout simplement parce que si on cherche à définir un allié, l'allié va toujours être défini par autrui. Et non, l'allié ne se définira pas lui-même. C'est les autres personnes qui en arrivent à déterminer si la personne est un allié ou non. Ils font ce jugement-là à propos de la personne. Donc, je vous laisse imaginer, dans le contexte d'un projet de recherche étudiant, à quel point ça peut être déstabilisant aussi. Et à quel point ces questions-là, en même temps, sont extrêmement riches pour la pratique. Donc, est-ce qu'il suffit de s'affirmer allié? Non. L'existence de l'allié, elle est précaire, elle est contextuelle. Et un allié, donc non seulement un allié est inconfortable, mais l'allié va être également parfaitement imparfait. Il ne pourra pas être parfait dans toutes les situations. Et je pense que de reconnaître ça, c'est également de reconnaître ses limites, de dire, ben voilà, moi j'ai essayé. J'ai fait preuve de diligence raisonnable, ça n'a pas fonctionné ou ça a amené des tensions, des conflits, bien, on doit apprendre de ces conflits-là
et accepter cette imperfection-là qui est associée notamment à l'humilité épistémique dont on doit faire preuve. Donc, l'expérience des alliés, c'est avant tout une expérience de doute, d'effacement, d'inconfort, puis le degré de confort des alliés, et ça, c'est l'étude de Gordon ici qui nous dit, plus on pratique la posture d'allié, heureusement, plus le confort augmente. Donc, il suffit de la pratiquer pour ensuite de ça, tranquillement, s'en approprier les fondements. Je vais tenir ma promesse. Je vais arrêter ici. C'est la dernière diapositive. Merci. Merci beaucoup. Tu peux garder le micro. Merci pour cette présentation qui vient vraiment réinterroger à tous notre posture de soignants, de cliniciens, de chercheurs aussi. Et moi, j'ai même envie de dire, en tant que femme noire, la place même dans la société, ça vient interroger cette posture de façon générale en politique et dans la société dans laquelle on vit. On a le temps de prendre une question. La question. Deux questions, parce que je sens que la personne qui va poser la question va sentir la pression. Est-ce que... Alors moi, je vais parce que moi, j'en ai plein des questions. Donc là-bas, est-ce qu'on peut passer un micro ? Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question justement par rapport à cette hiérarchisation entre demande et besoin. J'imagine que l'allié se positionne aussi en faveur plutôt de la demande. Point d'interrogation, je ne sais pas. Ça dépend toujours de la perspective, dans mon cas sociologique, dans lequel on lit la question. Pour moi, le concept de besoin, en fait, dans le contexte de clinique, fait toujours l'objet d'une certaine interprétation. Et c'est souvent rattaché directement à ce que nous, on juge comme étant les besoins de la personne. Alors que si on s'intéresse, par exemple, à la troisième génération de l'École de Francfort sur les théories de la reconnaissance, on voit que finalement, c'est beaucoup plus les demandes de reconnaissance qui sont importantes et qu'on doit être sensible, en fait, à ces demandes-là. Ce ne sont pas nécessairement des demandes qui sont formelles, mais ça fait partie, en fait, de ce qu'on doit appréhender et qui me semble, pour répondre à la question, plus intéressant en termes conceptuels que le besoin comme tel, puisque souvent, il est interprété d'une manière, et c'est une manière assez hiérarchique. Le soignant détermine le besoin à partir de ce qui est demandé. Pour moi, c'est assez insuffisant. Je ne sais pas si je réponds à la question. Parfait. Merci. Moi, j'aurais une petite question. Je m'autorise. Parce qu'on parle de ce renversement de rapport, de pouvoir. Et finalement, je me dis, est-ce que finalement, les personnes concernées peuvent être les alliés des infirmiers ? Dans une perspective de renversement, absolument, parce que je pense que, et moi je l'ai souvent constaté, le doute, il est important, sans nécessairement créer un fardeau trop large non plus. Je pense qu'effectivement, cette alliance-là, elle est mutuellement productive. C'est un geste de solidarité, ce n'est pas un mouvement qui est unidirectionnel. Puis dans certains cas, en fait, ce renversement-là, à mon avis, est tout à fait possible. Merci beaucoup. Merci à vous.